Hello, everyone. I think we will get started given Nous allons reprendre. Il y a eu toutes sortes de contributions très intéressantes et des panélistes de qualité. Et nous pouvons passer maintenant à notre troisième séance. Je suis Anna Samala, je suis chercheuse au programme de désarmement et nous nous concentrons sur les armes classiques et la gamme. J'espère que maintenant vous avez plein d'énergie pour notre prochaine séance qui va se concentrer sur les leçons apprises de la coopération et l'assistance internationale. J'aimerais vous rappeler à nouveau qu'il s'agit de la dernière occasion que vous aurez de remplir l'enquête et le sondage en ligne. Vous avez un code QR pour le faire et pour que vos points de vue soient écoutés, lus, afin d'informer notre activité. Nous avons donc 30 entre 30 minutes et 1 heure. Alors, je vais modérer cette séance et j'aimerais vous indiquer que tous les instruments, les politications, les cadres et les accords régionaux et internationaux pour soutenir et faciliter la coopération internationale et l'aide internationale, c'est-à-dire des mandats finalement dans différents endroits pour la gamme, eh bien, c'est ce dont nous allons parler. Dans la plupart des cas, le thème de les dispositions de ces instruments est de coordonner différents types d'acteurs dans ce domaine pour fournir un soutien aux régions et aux États qui sont les plus touchés par les trafics et la mauvaise utilisation des munitions, des stocks de munitions. Alors, appropriation nationale, démarche d'intégration homme-femme, les normes internationales et les directives nationales et internationales, ainsi que les directives environnementales, et pour étayer les efforts. Dans cette séance, nous allons examiner comment la coopération internationale et les aides et les efforts d'aide dans les différentes étapes de la durée utile des armes et des munitions. Et nous fournirons une occasion d'étudier des questions nouvelles et transversales. C'est pourquoi nous avons réuni différents acteurs de la coopération et d'assistance internationale pour parler de leurs enseignements, de leur expérience en termes de politique et de pratique. Au cours de cette séance, nous espérons que nos partenaires pourront nous aider à répondre à des questions clés, y compris quels sont les types d'outils de soutien disponibles pour soutenir les efforts des autorités nationales, quelles sont les bonnes pratiques ou les pratiques idéales pour renforcer l'appropriation nationale dans la coopération internationale et dans les efforts de soutien. Et puisque je suis chercheuse pour les questions d'intégration de la thématique homme-femme, j'aimerais beaucoup écouter nos partenaires dans ce sens et quelles sont les pratiques efficaces et les difficultés, pas seulement les difficultés, mais les solutions que l'on peut apporter à ces défis. Alors maintenant, j'aimerais donner la parole à mon co-modérateur qui va nous présenter les membres du panel. Je vous prie. Merci beaucoup, Anna, de cette présentation et de ces questions qui vont étayer notre discussion aujourd'hui. Alors, je vais modérer cette séance et donner la parole à 3 intervenantes dans la salle et une en ligne. J'ai le grand plaisir de vous présenter notre première intervenante, Madame Marianne Vidal-Messé, qui va nous parler en ligne. Madame Marianne Vidal-Messé est une consultante indépendante dans le domaine du contrôle commercial stratégique qui travaille avec l'OSCE pour la prévention et la lutte contre le trafic illicite d'armes légères de petit calibre, de munitions et d'explosifs. Elle a précédemment occupé le poste de conseillère principale auprès de l'autorité nationale de Hongrie et a été nommée déléguée nationale aux négociations du traité sur le commerce des armes aux
des Nations Unies, ainsi qu'au groupe de travail de l'Union européenne pour les exportations d'armes classiques, COARM. Elle a 15 ans d'expérience dans les programmes d'assistance internationale sur les armes classiques et les biens à double et les différentes munitions. Je vous donne la parole, madame. M'entendez-vous? Oui, on vous entend. Formidable, merci. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, Excellence, chers invités du premier symposium sur la gamme. Je vais commencer mon intervention en saluant l'initiative de l'UNIDIR d'avoir proposé une plateforme, une tribu, pour partager des informations et des connaissances pour les différentes parties prenantes qui s'occupent de la gamme. C'est une occasion rêvée pour évaluer la mise en œuvre des instruments et de la coopération internationale d'une manière globale, complète. Il est utile de comprendre les différents processus et de se rendre compte qu'on peut toujours améliorer. Et diapo suivante. J'ai vraiment l'honneur d'avoir été choisie pour parler de cette question. Je vais parler en mon propre nom et pas représentante des programmes qui sont représentés ici, mais je les représente d'une certaine manière en même temps. J'aimerais que l'on passe en revue des bonnes pratiques qui ont été identifiées dans les programmes internationaux d'aide. Et j'aimerais que vous voyiez mon exposé comme l'amplification de conversations entre des experts sur les leçons tirées d'activités au niveau mondial et les difficultés qui mettent obstacle à la mise en œuvre efficace des programmes d'assistance. Diapo suivante. Les programmes d'aide internationale ne sont pas conçus pour remplacer le travail des bénéficiaires, mais plutôt de les soutenir dans leur quête pour trouver une solution idéale. C'est pourquoi les programmes s'appuient sur la participation active et la coopération du pays partenaire. Pour renforcer l'appropriation nationale de ce programme de gamme, eh bien, il faut que une équipe de base soit montée. Ensuite, pour comprendre quels sont les cadres existants au niveau de la réglementation pour l'application des dispositions de ces instruments internationaux, eh bien, il faut mener une analyse des lacunes qui va nous mener à la question de savoir s'il faut modifier la législation ou voter de nouvelles lois. Mais avant de faire un projet de loi, il vaut mieux voir quelles sont les obligations du pays, comment elles sont remplies. Parfois, c'est très semblable. Il faut trouver la personne contact ou l'entité contact qui s'occupe de la régulation, du contrôle, de l'interdiction, établir ceux qui s'occupent de l'établissement des antécédents, le secrétariat, et enfin surtout la mise en œuvre et le suivi de l'application, c'est-à-dire utiliser les structures existantes. S'agissant de la mise en œuvre des cadres juridiques et les pratiques pour la gamme, il faut planifier à long terme. Le travail commence par la rédaction d'un projet de loi et la désignation d'autorités nationales pour la réglementation. Ensuite, il faut mettre en œuvre des nouveaux processus, mécanismes pour les antécédents, les législations secondaires, les meilleures procédures de fonctionnement, la formation, etc. Mais toujours envisager le respect et la conformité. Enfin, et surtout, les nouvelles conditions devront être expliquées au secteur. Donc, établir un cadre des armes et des munitions et de leur vie, de leur usage utile. Et ceci aura trait à tous les organismes gouvernementaux, pratiquement tous les organismes. Il faut donc une démarche fêtière pour définir les lois pour la fabrication et la possession légale, pour
le marquage, la gestion des stocks, maîtriser ou le contrôler le transit et le courtage, etc. Donc, toutes les parties prenantes, pertinentes, doivent être impliquées dans le processus, dans l'idéal, dès le départ. Et pour renforcer l'appropriation d'un programme, les pays euh, peuvent prendre des initiatives, s'enquérir de la question législative, demander à des experts, etc. Et il faut aussi anticiper les difficultés. La mise en œuvre nationale, nous le savons, peut prendre des années et l'élan peut s'essouffler avec le temps. Donc des consultations nationales peuvent être enrayées à cause d'élections, du roulement du personnel, les disputes entre les différents organismes et ministères sur les mandats, sur le statu quo, etc. Alors, pour éviter ces écueils, les pays partenaires peuvent se préparer à ces écueils, par exemple en maintenant une mémoire institutionnelle pour qu'il y ait une relève en cas de renouvellement et de roulement de l'équipe, ou par l'initiation des nouveaux représentants dans l'équipe, ou demander un soutien de, hum, d'organismes internationaux pour la législation, collecte de définitions, présenter des modèles et des structures, etc. Ensuite, s'agissant de la participation de ces programmes d'aide, j'aimerais souligner l'importance de fournir des informations en temps et en heure. Et c'est essentiel pour une bonne évaluation et pour bien prévoir les activités de conception de la feuille de route. La participation active de la conception des programmes, la contribution aux activités qui permettent à l'équipe d'aide de comprendre comment est le contexte, identifier les difficultés, et ceci en organisant des réunions régulières, intersessionnelles, et d'avoir des discussions sur les éléments de discorde pour faciliter les progrès. L'expérience nous montre qu'il faut rappeler qu'il faut absolument avoir l'expertise locale pertinente pour ces réunions, car on ne va pas dépenser du temps et de l'argent dans une réunion ou dans une organisation, dans une activité, si les homologues pertinents ne sont pas invités. Nous devons bien sûr comprendre qu'il y aura des gens qui sont très occupés, mais j'aimerais parler de l'importance de la coordination au niveau des pays pour assurer la participation dans les différentes activités. Ensuite, merci. Passons à l'organisation possible des organisations internationales. Ceux qui ont suivi le développement du domaine de l'usage utile de ces armes se souviendront qu'il est important, ou bien le rôle des organisations régionales est important. Il faut donc les contacter pour bien connaître les instruments nationaux et la communauté internationale écoute. Il faut faire en sorte qu'il ne s'agit pas seulement des armes légères et de petit calibre, mais aussi les munitions qui font partie du contrôle dans le commerce international. Alors, on se tourne vers les organisations internationales et certains maintiennent cet élan dans les traités et les réunions. Et dans certaines régions, on ne passe pas à l'harmonisation et à l'appropriation de ces domaines, de ces questions au niveau national. Les organisations régionales sont une occasion excellente et peuvent compléter les efforts nationaux de mise en œuvre en proposant des tribunes, par exemple pour échanger l'information sur les démarches nationales dans la région,
ou en discutant des éléments communs pour les projets de loi notamment. Il y a toujours des pays qui sont le fer de lance dans une région et qui peuvent servir euh, d'enseignement euh, pour le reste des pays. Et enfin, ils permettent d'encourager une harmonisation de la démarche. L'objectif de ces financements et de mise en œuvre de ces programmes est d'aider les pays. Et pour ce faire, il faut établir des partenariats à long terme avec des pays partenaires. Et puisque l'on parle de processus à long terme, eh bien, on a des expériences dans l'écriture, la rédaction de loi dans tel ou tel pays. Eh bien, il faut, il faut inspirer l'engagement des pays partenaires en ayant des contacts réguliers, pas seulement au début du lancement du programme. Souvent, de nombreux pays, nombreux programmes d'assistance se ressemblent. Donc, il est important d'éviter les doublons, surtout avec les pays qui ont des administrations de petite taille. Et pour renforcer l'appropriation et l'application et la mise en œuvre, il est important de demander une évaluation de départ, un plan d'action, une feuille de route, demander des propositions aux pays partenaires et demander une contribution active en demandant des expériences, des contextes. Plus on a d'éléments et plus les experts peuvent en apprendre et trouver des solutions. Il est essentiel de trouver un équilibre dans le programme, ceci d'un point de vue pratique et théorique. Et c'est pourquoi il est important d'avoir des experts locaux et des experts en programme pour surmonter les défis, d'abord les analyser et trouver des solutions à ces problèmes en forme de bonnes pratiques, et ceci en même temps. Les programmes internationaux d'aide peuvent prendre l'initiative pour proposer la participation de certaines parties prenantes locales pour différents éléments du programme. En plus du choix des bons experts pour telle ou telle activité, l'expérience montre que quand on investit, quand on déploie des efforts pour informer les nouveaux venus, a des effets très positifs. C'est-à-dire, et a aussi formé les efforts avant l'activité, informer avant l'activité les parties prenantes locales, ainsi que des réunions d'information, mais aussi avoir des séances de résumé de l'activité après pour en tirer les bénéfices. Alors ça a l'air évident, mais inviter des experts en programme pour leur demander leurs observations sur ce qui s'est passé et faire des propositions pour l'avenir dans le rapport définitif, non seulement, mais assurément améliorera l'efficacité du programme. Alors les fonds importants pour la gamme ont été trouvés et octroyés par différentes organisations internationales. Donc l'étape indispensable pour mener un programme, c'est qu'il y ait une expertise pertinente, inviter des experts sur la matière, sur les programmes, qui servent non seulement d'aide au programme, mais aussi pour aider à atteindre les objectifs de la gamme dans le pays partenaire. L'existence d'expériences professionnelles en elle-même ne suffit pas quand on met sur pied une bonne équipe d'experts de programme. Les personnalités et les différentes compétences peuvent être des facteurs importants pour le choix des personnes. Il va sans dire que quand une personne sait évoluer dans une équipe, c'est un atout quand il y a respect mutuel dans l'équipe. D'autre part,
avec la durée utile des armes et des munitions, nous comprenons qu'il s'agit de quelque chose d'extrêmement épineux. Il faut donc une assurance de confidentialité. Nous comprenons qu'il est difficile de s'ouvrir à des étrangers sur les risques et sur les réalités de la sécurité nationale. Mais plus vous vous ouvrez et plus vous pourrez obtenir de l'aide. Il faut que les personnes qui aident fassent leur devoir, bien sûr, et les deux parties. Nous sommes là pour vous aider, pour trouver votre situation adaptée à votre contexte. Ensuite, I would like to thank you for your Je vous remercie pour votre attention. I'd like to extend our thanks Merci infiniment pour votre présentation, Madame Vidal-Mézé, et surtout pour voilà, votre point de vue et votre vision de cette approche globale en matière de gestion des armes à feu et munitions avec des projets précis, surtout pour les pratiques optimales et efficaces, et les défis auxquels on peut être confronté, que nous devons relever, tout à fait utile. Merci infiniment. Je me tourne vers la prochaine oratrice, Madame Joséphine Dresner, directrice de la politique et des partenariats stratégiques au sein du MAG, Mines Advisory Group, groupe consultatif pour les mines. Elle était auparavant directrice nationale du MAG et elle était d'ailleurs ma directrice de pays au Myanmar et en Bosnie-Herzégovine. Elle s'est spécialisée dans le développement du travail de réduction de la violence armée du MAG. Elle a précédemment travaillé dans le secteur privé de la finance, dans l'administration locale, et elle est membre du conseil d'administration de l'Omega Research Foundation, organisation de défense des droits humains basée à Manchester. Vous avez la parole, Madame Dresder. Merci infiniment. Merci à l'UNIDIR d'avoir organisé cet événement. Merci d'inviter le MAG à s'exprimer aujourd'hui. Je remercie également l'ensemble des intervenants et des intervenantes. Nous avons abordé nombre de sujets passionnants. Surtout Marianne qui a passé en revue bon nombre de points et de manière approfondie. Alors, je vais essayer d'éviter les doublons. Pour ce qui est de l'assistance et des outils disponibles, je vais peut-être vous illustrer ce que cela veut dire pour le MAG, groupe consultatif pour les mines. Et je vais vous donner une introduction au MAG. C'est un titre pas très clair, c'est vrai, je ne vais pas parler des mines antipersonnelles, mais au cours des 15-20 dernières années, le MAG a travaillé surtout dans la gestion des armes et munitions. Et il était un peu trop tard pour changer le nom qui était auparavant donc lié aux questions des mines antipersonnelles. L'objectif maintenant est d'avoir des mesures pour lutter contre le détournement, l'utilisation abusive de munitions et d'armes de petit calibre et aussi réduire le risque d'explosion non planifiée. Nous travaillons principalement en Afrique avec la CEDEAO et les États membres de la région de la CEDEAO en Tchad, en Mauritanie, en Angola, en Somalie, avec des accords, des protocoles d'accords régionaux, CARICOM aussi en Amérique latine avec l'Équateur, le Pérou et en cours au Paraguay. Nous avons un programme au Sri Lanka et également des activités en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est très précis, vous voyez où nous travaillons, pourquoi? Eh bien, voilà, c'est pour cela que je vais vous parler de coordination, vu que nous avons toutes ces interventions à travers le monde, et puis pour que cela soit bien clair, où nous travaillons actuellement. Notre expertise est technique, elle est fondée sur un renforcement des capacités à long terme, très forte aussi à l'échelle politique, et notre approche est ancrée dans le partenariat, et ce sera un thème d'ailleurs central de mon intervention. Nous sommes là pour vraiment insuffler un engagement politique fort avec le développement d'un cadre mondial. Nous nous en félicitons. Nous voulons une plus grande représentation des Caraïbes et de la société civile en particulier dans les discussions.
Nous allons poursuivre ces efforts avec l'ensemble de nos partenaires nationaux et régionaux en amont du programme d'action REFCON. La gestion des armes à feu et munitions est finalement un point d'entrée qui est aussi une mesure qui est là pour renforcer la confiance entre les partenaires pour que différents experts puissent être impliqués. Et tout ce qui a trait à la prolifération et contrôle de la prolifération des armes et l'impact. Je sais qu'aujourd'hui, on se concentre surtout sur la gamme tout au long de la vie utile de ces armes et munitions, mais nous reconnaissons bien que cela fait partie d'un ensemble bien plus vaste qui recoupe d'autres enjeux auxquels nous devons nous atteler également. À titre d'exemple, je parlais avec notre collègue du Nigeria. Nous avons soutenu le NETCOM là-bas avec l'élaboration de 8 termes de référence pour mettre à jour la collecte des données en matière d'armes sur le territoire. Nous sommes un partenariat récent de la feuille de route des Caraïbes aux côtés de la CORICOM et l'OEA avec des partenariats. Nous travaillons aussi à l'élaboration de certaines évaluations des références de l'UNIDIR avec une enquête pour mettre en œuvre un plan d'action pour la lutte contre le trafic des armes à feu et des armes de petit calibre. Donc différentes initiatives avec différents partenaires. Cela nous a permis de mener des évaluations de référence dans différents pays et éviter les doublons. Évidemment, on fait bien attention de ne pas recouper ce que fait déjà les autorités publiques. Dans l'Asie Pacifique, nous avons des documents, nous avons un protocole d'accord avec EMAT. Nous avons des partenariats clés en matière d'enregistrement avec une organisation pour la réduction du trafic des armes illicites. Nous avons des dialogues avec les différents partenaires ici, la communication est dense. L'idée de cette vision d'ensemble que je vous donne, c'est de vous dire à quel point MAG est connu. Tout est étroitement lié, finalement. L'idée est de pouvoir vraiment révéler à quel point nous avons un réseau très dense de collaboration. Et ce n'est qu'ainsi que la coopération internationale et l'assistance peuvent être efficaces. Les défis maintenant. Ce n'est pas une surprise pour vous. On en a déjà parlé aujourd'hui. Nous avons besoin de ressources et nous en avons besoin en quantité. Et il reste encore beaucoup à faire pour que nous puissions être plus efficaces, mais cela est possible grâce à une plus forte coordination, une plus grande efficacité pour atteindre les objectifs et avec un bon établissement des priorités. Nous avons besoin de briser les silos, nous en avons parlé. L'initiative Silent, on en a entendu parler, est un outil. Nous avons des débats, des discussions que nous avons eues aussi pendant la pause déjeuner. Nous voyons qu'il y a différents efforts déployés par le système des Nations Unies. Mais nous devons aussi miser sur toute la sphère hors ONU, mais aussi entre les entités des Nations Unies et qui ne sont pas des Nations Unies, notamment avec une ODA, pour veiller à la bonne mise en œuvre et la bonne exécution du cadre mondial pour la gestion des munitions classiques pendant leur vie utile. Comme on vient de le dire, évidemment, les bailleurs de fonds vont financer d'une certaine manière des projets qui sont en ligne avec leurs priorités géopolitiques. Mais il faut néanmoins ne pas oublier le caractère étroitement lié de tous ces thèmes, puisque nous avons besoin d'avoir des cadres internationaux divers et variés, avec des protocoles tels que le protocole de Nairobi, CEFTA, etc. à l'échelle régionale. Si on se concentre sur une seule région en oubliant les autres, si on se concentre sur un seul pays dans une région en oubliant les autres, eh bien, nous ne faisons que réorienter les problèmes ailleurs. C'est un jeu que nous avons au Royaume-Uni qui me vient à la tête, qui s'appelle Whack-A-Mole en anglais. Donc, vous avez des trous avec les taupes qui sortent, il faut que vous tapiez sur la tête de taupe qui sort sur le trou et finalement lorsque vous tapez quelque part, elle ressort ailleurs. Donc c'est cela que nous voulons éviter, c'est ce jeu de déplacement du problème. Plus de ressources veut dire plus d'efficacité, moins de doublons et
L'exécution doit être axée sur les besoins et fondée sur la recherche. Le nouveau cadre mondial pour la gestion des munitions est vraiment crucial, très utile d'un point de vue pratique, avec de claires orientations pour une meilleure gestion des munitions. Mais nous ne devons pas oublier que le premier mot dans sa version anglaise est mondial. On parle d'un cadre mondial. Il s'agit de prévenir tout risque d'explosion non planifiée avec une bonne utilisation des ressources dans les situations où il y en a plus de besoins, tout en atteignant les impacts en cas d'explosion imprévue. Tout cela en parallèle, sans briser les règles de confidentialité avec nos partenaires nationaux, bien évidemment. Et nous avons nombre d'exemples où nous voyons qu'il y a des explosions non planifiées qui ont lieu, avec des actions gammes qui avaient été prises, qui ont permis de contenir, circonscrire les conséquences d'une telle explosion. Dans d'autres cas, où nous avons travaillé avec les autorités nationales pour que nous puissions lever plus de fonds pour lutter contre les problèmes de stockage illicite. Et malheureusement, parfois, il n'y a pas suffisamment de priorité mise sur ce pays ou cette région de la part des bailleurs de fonds. Les conséquences sont là et elles sont graves. L'idée est de sauver des vies. Si ce cadre est réellement mondial, alors ça veut dire qu'il faut un mécanisme pour une mise en œuvre efficace et rapide dès qu'il y a un stock illicite identifié. Quel que soit le pays ou la région concernée, il faut agir. Si nous ne le faisons pas, eh bien, tout ce que nous aurons fait jusque-là, finalement, sera vain. Pour revenir sur le volet coopération et assistance, j'insiste sur l'importance de la coopération entre acteurs militaires pour avoir le soutien technique de la part de pays comme l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, avec un autre volet coopération sud-sud. Cela permet vraiment de porter des fruits et je pense que nous pourrions avoir une meilleure coordination de tout cela via des systèmes de coopération dédiés. Nous devons continuer à agir dans ce domaine. Pour ce qui est des pratiques optimales, eh bien, nous avons entendu les autorités nationales qui nous ont parlé des plans d'action nationaux qui ont été couronnés de succès. Inutile de revenir là-dessus. Mais je retiens ces évaluations de référence qui est vraiment perçu comme pour une nécessité, mais également des mesures techniques intégrées dans le développement des capacités à long terme. La manière dont nous percevons tout cela, c'est que nous avons besoin que cette évaluation de référence soit effectuée avec les autorités nationales et les forces de police nationales pour bien comprendre quelles sont les priorités, les processus à l'interne, national, et en impliquant le personnel national pour qu'une fois que l'évaluation est achevée, ils puissent poursuivre dans cette voie. Une évaluation technique, bien sûr, qui doit être pleinement nationale, émanant d'efforts nationaux, avec des entités internationales qui peuvent travailler en collaboration, bien sûr. Il faut hiérarchiser les priorités au sein d'une région, tout ceci au fin d'une plus grande stabilité. Dans certains cas, les organes régionaux participent à l'évaluation. En Gambie, notamment, en Guinée-Bissau, en Côte d'Ivoire, nous avons procédé à ces évaluations en collaboration avec la CEDEAO et les autorités nationales. Et 6 de cette évaluation dans la région des Caraïbes a été menée de la même manière. Nous avons un programme de renforcement des capacités qui se concentre sur les échanges entre les pays. Donc, si quelqu'un a participé à une évaluation nationale, ils vont pouvoir ensuite participer au suivant. Pour ce qui est des pratiques optimales, eh bien, nous plaidons pour une assistance adaptée au contexte, avec des thèmes transversaux que j'aimerais aborder, qui dépendent du contexte. Il faut bien comprendre dans quel environnement nous agissons. Cela inclut les questions de genre à l'échelle communautaire. Il s'agit de mieux comprendre l'impact et les impacts potentiels de détournement et des explosions non planifiées. Il faut que nous puissions avoir une plus grande participation communautaire. Il faut tisser des liens plus robustes entre les différents secteurs concernés. Nous avons ce type de discussion. Aujourd'hui, nous avons besoin d'intégrer les acteurs impliqués dans la réforme du secteur de la sécurité. Il faut remonter la hiérarchie.
faut aller bien au-delà de simplement la formation que nous devons leur donner, puisque le processus d'inclusion des femmes dans les forces armées doit commencer bien plus en amont que simplement cette phase formation. Donc, autre chose, des plans qui doivent permettre d'éviter la rotation du personnel. Et puis également, ajouter le volet réaction au changement climatique. Nous en parlons beaucoup avec nos partenaires dans les Caraïbes, comprendre le rôle des changements climatiques, les questions environnementales avec des mesures adaptées et une vision à plus long terme, incluant ce volet environnemental. Donc, les messages clés aujourd'hui sont lien étroit entre les différents secteurs, collaboration, et je pense que MAG va continuer à être un acteur de premier plan dans les prochaines années dans ce domaine. Merci Joséphine de tout cœur pour cet aperçu de ce que vous faites au sein du MAG, mais pas uniquement. Vous rappelez qu'il est important d'avoir une approche coordonnée entre les acteurs évidemment de la sphère des Nations Unies, mais pas uniquement, au-delà également, et mettre fin à la culture des silos. Nous avons également avec nous, en chair et en os, Imayu Shiotani, responsable du International Policy and Conflict Armament Research, politique internationale au CAR. Il a également été conseiller politique et a présidé récemment le groupe de travail à composition non limitée sur les missions conventionnelles et a dirigé le programme sur les armes conventionnelles à l'UNIDIR. Et plus tôt dans sa carrière, il a travaillé en tant qu'associé de recherche sur la préparation et la réponse au James Martin Center pour les questions d'études de non-prolifération. Vous avez la parole. Merci, bonjour, je m'appelle Himayu Shiotani, je suis responsable des questions de politique internationale au CAR, Conflict Armament Research. Merci de me permettre d'être ici, présent, c'est un symposium de prime importance et je vous remercie vous tous et toutes. Je me rends compte que je suis peut-être le dernier orateur peut-être de la journée, une journée qui a déjà été longue. Alors, permettez-moi d'être dynamique. Diapositive suivante, encore. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le CAR, nous sommes une organisation indépendante dédiée au suivi et à la traçabilité des armes illicites et matériaux associés dans les environnements touchés par le terrorisme. Nous sommes uniques en ce sens, nous analysons et notifions de certains éléments. C'est le fruit d'inspections sur le terrain d'experts qui sont sur les lignes de front en collaboration avec les forces armées pour documenter, recouvrir les matériaux saisis et pouvoir retracer tout l'itinéraire de cet engin et l'impact et à quel moment le détournement a eu lieu le long de la chaîne logistique. Donc à quel moment cet engin est passé de la voie licite vers la voie illicite et atterri à ce lieu d'utilisation finale. Pourquoi est-ce important? Eh bien, prenons un peu de recul. La majorité des armes dans le commerce illicite émanent finalement d'un point de départ licite. Et il est très important de comprendre à quel moment nous passons de caractère licite au illicite. Et il faut pouvoir soutenir ce système de suivi de traçabilité avec une documentation physique sur le terrain pour que nous puissions avoir des faits probants. On m'a invité à vous présenter les enseignements tirés. Avant de passer à la phase « Que faire ?», il faut que nous puissions bien comprendre de quoi nous parlons. Que voyons-nous lorsque l'on parle de détournement et les risques pour les États sur le terrain? Ceci pour bien comprendre quels sont les mécanismes de réponse ou les mesures de prévention qui sont nécessaires pour bien être adaptés aux risques existants. Voici un diagramme créé par les négociations des Nations Unies en amont du cadre mondial pour la gestion des munitions. Nous avons eu besoin de cet effort initial pour mettre en place cette typologie de points de détournement.
auxquels les États sont confrontés. Ce qui est surligné, nous voyons les détournements qui ont lieu après la livraison d'une arme. Donc, livraison aux bénéficiaires prévus. Cela montre que le détournement, à savoir lorsque l'engin vient de l'utilisateur autorisé vers des mains non autorisées, cela a une incidence donc sur la vie utile de l'engin. Et puis, il faut bien comprendre à quel moment ce détournement peut avoir lieu et pour anticiper. Alors, différents points. Alors, nous allons mettre en jour les données puisque ce diagramme date de 2018. Mais les données que nous avons indiquent qu'il y a 3 domaines qu'il faut garder à l'esprit. Tout d'abord, les fuites aux zones de stockage. On a parlé de la vulnérabilité, de la perte des lieux de stockage. Deuxièmement, saisie sur les champs de bataille. Vous déployez vos forces, vous perdez vos armes, que ce soit suite à des luttes, des combats ou alors abandon, et qui est repris par la partie adverse. Et puis, troisièmement, transfert non autorisé. Je ne vais pas vous donner trop de détails, je sais que le temps file, mais nous avons étudié 27 opérations à l'échelle du monde et nous voyons que les fuites au site de stockage est vraiment un point de détournement fondamental. Cela concerne l'Afghanistan, mais pas uniquement. Nous avons travaillé là-bas entre 2019 et 2021. Nous avons vu que les acteurs qui utilisent les armes de manière illicite n'avaient pas besoin de se baser sur le transfert transfrontalier ou maritime pour avoir plus de force importance de frappe de feu, mais ils pouvaient avoir l'appui en prenant des armes auprès qui étaient livrées aux forces de police sur place, les forces armées sur place, donc passer du trafic licite et illicite. Donc en Afrique de l'Ouest, c'est aussi intéressant. Notre document a vu que dans une région du Tchad, il y avait des attaques terroristes dans le Sahel, séparées, qui avaient des numéros de série assez similaires. Et le type et le modèle d'armes émanaient des lieux de stockage similaires. Cela veut dire qu'il y a eu un approvisionnement de ces armes, il y a une recirculation, redistribution de ces armes dans la région. Et ceci est facilité par les pertes observées sur les lieux de stockage. Maintenant parlons du retransfert non autorisé. On parle souvent de détournement parrainé par les États, state-sponsored en anglais. Il s'agit de transférer un engin après l'avoir reçu à quelqu'un d'autre, en contravention, en violation des clauses de l'accord que vous aviez avec votre fournisseur. Donc, le fournisseur vous a livré un engin et vous décidez de le remettre à quelqu'un d'autre sans en informer le fournisseur. Donc, c'est un nouveau transfert non autorisé. Mais cela peut être le cas à différents niveaux. Par exemple, si je suis autorisé à recevoir cet engin, si je l'utilise de manière abusive, sans respecter l'intention initiale du fournisseur, c'est aussi illicite et c'est aussi considéré comme un détournement dans l'objectif, dans l'utilisation. Donc, par exemple, Daesh en Syrie en 2016. Nous avions une arme anti-char venant d'un État européen qui a été envoyé aux États-Unis, transporté vers le conflit en Syrie sans autorisation, qui a été perdu par les forces sécurisées de sécurité en Syrie, récupéré par Daesh et récupéré par les forces de sécurité. Et nous avons pu retracer toutes ces étapes. Et tout ceci en 2 mois. 2 mois entre le point de départ, à savoir l'usine européenne, jusqu'à la fin. Donc, 2 mois uniquement. Cela révèle que ces armes ne sont pas forcément des armes trouvées sur place. Non, c'est la chaîne logistique dans son ensemble que nous devons retrouver. En Afghanistan, un autre exemple. Nous voulions dire qu'il y a des vulnérabilités le long de la chaîne logistique. Et cela ne concerne pas uniquement les interactions entre États. Cela peut être également le cas pour les chaînes logistiques commerciales.
Nous avions une vision optique. Vous voyez là, il y a un télescope militaire qui était sous contrôle de l'armée britannique, acheminé au Moyen-Orient, qui avait un bénéficiaire final. On aurait pu remettre en question d'ailleurs, voilà, un bénéficiaire légèrement douteux si je puis dire, mais en tout cas, remis en main propre si je puis dire, puis qui a été ensuite détourné vers des groupes armés illicites en Afghanistan. Et nous avons pu retracer tout cela. Et nous nous sommes rendus compte que via ce processus, il n'y avait pas de traces de des différentes étapes de vente. Le fabricant a dès lors décidé de ne plus octroyer de licence à ce distributeur après notre enquête. Finalement, on se voit que le déplacement des engins implique d'autres acteurs, pas uniquement les États. Donc, vulnérabilité le long de la chaîne logistique implique différents types d'acteurs. Maintenant, pour ce qui est de la capture sur le champ de bataille. Alors, il y a plusieurs arguments, évidemment, et de la part des fournisseurs. Est-ce qu'on peut parler d'un détournement ici? Finalement, c'est une question qui peut être légitime. On peut accepter que lorsqu'il y a un combat, nous perdons certains engins parce que, voilà, c'est le fruit d'un combat et la partie adverse peut s'emparer des armes. Mais ce n'est pas si simple. Ce que l'on démontre souvent, c'est que les engins capturés ne sont pas toujours redistribués. En fait, voilà, vos opposants sur votre champ de bataille récupèrent vos engins, vos armes, mais peuvent avoir d'autres objectifs politiques finalement, ou d'autres objectifs, et il y a un détournement de l'objectif de l'utilisation de l'arme, ou alors peut-être même l'engin ou l'arme peut être ensuite revendu à un autre acteur. Donc, lorsque l'on parle de ce type de saisie sur le champ de bataille, ce n'est pas uniquement on a perdu l'équipement et ça pourrait être utilisé contre nous lors de la prochaine bataille. C'est possible, mais ce n'est pas la seule option. Il peut y avoir un cas de détournement, de réacheminement à quelqu'un d'autre. Donc, c'est quelque chose que nous devons garder à l'esprit. Très brièvement maintenant, c'est assez complexe lorsque l'on parle des réponses politiques, mais il faut parler des violations de l'utilisation finale de ces armes. C'est assez compliqué ici, c'est un volet civil, en tout cas. La recherche CAR, on ne se concentre pas uniquement à certains acteurs, on s'intéresse aux armes classiques, on parle des missiles de croisière, des drones, entre autres engins, et qui ont une utilisation civile dans leur système d'utilisation. Et nous voyons que pour ce qui est des engins à utilisation, on va dire, non militaire, bien souvent le fournisseur ne sait pas que l'engin produit, finalement, est utilisé à des fins militaires. Alors, c'est important de savoir si un engin a une visée et une utilisation non militaire ou pas. Puisque il faut savoir quelle est l'intention, l'utilisation prévue d'un engin pour que les bénéficiaires puissent avoir la capacité, la légitimité d'utiliser cet engin en fonction de la demande. Donc, si vous ne savez pas, si vous produisez un engin ou une arme, vous ne savez pas comment elle est utilisée et qu'il y a ensuite changement de l'utilisation finale, nous sommes en violation avec les accords. Alors, il peut y avoir un schéma de détournement, donc il y a plusieurs cas où des composants à visée non militaire qui sont finalement utilisés à des fins militaires, où on a le fournisseur finalement qui a décidé d'arrêter les exportations, mais ils ont pris une première mesure. Ils ont besoin de la déclaration du bénéficiaire final qui signe un accord en disant « je m'engage à utiliser ce composant à des fins uniquement non militaires ». L'idée est de bien comprendre quels sont les risques qui sont devant nous et qui sont réels. Ma collègue sur le terrain au nord-est de la Syrie, c'est pour vous montrer ce que nous faisons concrètement. Maintenant, j'aimerais aborder le volet mesures. Que pouvons-nous tirer comme enseignement de tout ce que nous constatons? Nous avons
entendu en général, nous parlons de PSSM, sigle anglais, sécurité physique et gestion des stocks. C'est un volet crucial. Nous l'avons entendu de la part de nos études aussi, nous le constatons. Nombre d'engins émanent des stocks. Mais une approche plus globale pour éviter le détournement requiert que nous allions au-delà de la gestion des stocks. Et comment vos engins quittent les stocks, comment ils sont utilisés. Finalement, l'élément central ici, c'est la surveillance. Comment savoir si votre engin est perdu si vous n'avez pas de dossier à jour? Comment savoir si votre engin a été détourné s'il n'y a pas de notification? Comment vous défendre contre vos adversaires si vous ne savez pas ce qu'il y a entre les mains de votre adversaire? Ça se trouve, vous donnez même les outils de réussite à vos adversaires. Donc l'idée ici est de bien comprendre quels sont les efforts à déployer, ce mécanisme de rétroaction, à savoir pas uniquement comment vous mettez en œuvre votre gouvernance en matière d'équipement, mais comment le matériel, les engins disparaissent de votre système. Voici un peu de quoi nourrir nos réflexions, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une mesure en amont, une mesure en aval. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, en amont, une mesure de prévention avant le contrôle et aval, réponse à un problème, il y a des mesures concrètes à prendre. Tout d'abord, évaluation des risques et assurance. S'assurer que vous comprenez vraiment toutes les étapes d'acheminement de votre engin. Si vous êtes le bénéficiaire, par exemple, quelles sont les promesses que vous avez faites à votre fournisseur? Et en tant que fournisseur, comment votre engin est utilisé? Autre, améliorer la sécurité des engins, bien sûr. Mais revenons plutôt aux mesures en aval. S'il y a perte de ces engins, que faites-vous? Nous avons vu qu'il y a un réel intérêt, mais il n'y a pas de politique systématique et intégrée en matière de surveillance, de documentation des faits probants, de traçabilité et d'avoir de bonnes mesures de prévention. Alors, cela pourtant est assez simple. Parfois, on peut avoir une mauvaise identification d'un engin que nous avons récupéré. Cela veut dire quoi? Si vous avez un engin pas bien identifié, cela veut dire que vous ne savez pas ce que vous avez sous les yeux. De quel engin s'agit-il? Vous ne pouvez pas avoir une bonne traçabilité de cet engin. Vous n'allez pas reconnaître le bénéficiaire dans votre base de données puisque ce n'est pas identifié. C'est assez important. Mais l'élément crucial sur lequel j'aimerais insister, c'est l'enregistrement, les rapports. On parle beaucoup de traçabilité, etc., marquage, mais c'est l'enregistrement qui est le plus important. Si nous n'enregistrons pas la date de fabrication, de déplacement, qui est le bénéficiaire, si vous n'avez pas ces informations, que ce soit dans le secteur public ou privé, eh bien, toute enquête est quasiment impossible à être menée à bien, puisqu'il faut pouvoir identifier quand le détournement a lieu. I won't go over this. Alors, voici les éléments principaux de mon intervention. Il y a un mot que je peux dire. Je pense qu'il est bon d'envisager ce concept, les tendances du détournement, les tendances d'action nuisible dans ce droit humanitaire international. Il s'agit d'un crime grave en violation à ce droit humanitaire international qui s'inscrit dans un modèle, dans une tendance. Et il est important de poursuivre en justice les auteurs de ces crimes. D'autre part, quelle est la tendance du détournement? Comment le comprenons-nous? Comment établir l'enquête? Ceci permettra de garantir que le suivi, le traçage et l'enquête ne soient pas perdus dans cette gamme. Merci. Merci beaucoup. Merci de cet exposé vraiment éclairant et de nous avoir donné des exemples si concrets de cette expérience que vous avez citée avec une vision très englobante. Merci beaucoup. J'aimerais remercier tous nos
panélistes de leurs exposés et de ce qu'ils ont tiré des expériences du terrain. Il nous reste encore un petit peu de temps. C'est pourquoi j'aimerais qu'on laisse les participants poser des questions à nos 3 membres du panel et aussi que l'on puisse donner la parole à nos participants en ligne. N'hésitez pas à lever la main et nous vous donnerons la parole si vous avez questions à poser. Merci. Please, sir. Good afternoon. Bonjour. Je suis d'Afrique du Sud, Charles Permol. J'aimerais rendre hommage à votre exposé. Alors, j'ai une préoccupation, ce n'est pas vraiment une question, et une question qu'il faut aborder dans notre environnement, de toute façon, qui a trait à de l'équipement, du matériel et des produits qui sont fabriqués. Ce sont des éléments de haut de gamme. Il ne s'agit pas de matériel qui sont sur la liste. Mais finalement, ils sont en fait aussi dangereux que certains matériels militaires. Le problème, c'est qu'ils échappent à cet arrangement. Thanks a lot for this. Yeah. Je vous remercie. Nous avons une autre question et puis aussi une question en ligne. Je vous prie. J'ai quelque chose à dire très rapidement sur cette séance et celle qui est la séance antérieure. Le lien qui existe sur les armes et les munitions, et je pense qu'il faut reconnaître que la communauté internationale a différents niveaux de compréhension, de soutien et d'alignement pour gérer ces interconnexions, ces liens. Par exemple, il existe des conflits qui, pour certains États membres, sont beaucoup plus élevés dans leur classification d'importance. Donc, ils pensent que c'est très important que ces conflits soient résolus en dépit des conséquences et des implications pour d'autres contextes. Et là, je pense que c'est important d'envisager cette question-là. Merci beaucoup. Oui, une autre question, je vous prie. Pas de me passer la parole. Ma question est adressée à Joséphine. Chez nous, je vous ai dit que le pays est libre de mines antipersonnelles, mais il y a quand même des explosions qui se passent dans notre pays à cause des grenades qui sont éparpillées dans les alentours fréquentés par la population. Alors, comme le programme est déjà achevé, il n'y a pas moyen d'élaborer un autre programme pour secourir la population contre ces mines, parce qu'il y a les gens qui jouent avec ces grenades, et puis ça explose, et d'autres, par exemple, les malfaiteurs peuvent utiliser les grenades comme des mines antipersonnelles. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'appuyer les gouvernements dans ce sens pour protéger la population? Merci beaucoup. And I see we also have. Je vois que nous avons une question en ligne. Nous allons l'écouter. Ensuite, nous donnerons la parole à nos membres du panel pour répondre à ces questions, notamment la question en ligne concernant la gouvernance pour atténuer les risques de détournement issus de fonctionnaires d'une manière intentionnelle, détournement pour des gains personnels. Il faut donc prendre en compte ces situations-là également. Alors, je vais vous donner la parole, monsieur, et ensuite nous écouterons nos autres membres du panel. Merci. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier les collègues qui ont posé ces questions. Je suis très heureux d'être ici et de voir des visages amis et nouveaux. D'abord, pour répondre à l'Afrique du Sud, j'ai compris qu'il s'agissait d'une remarque. Moi, je veux me faire l'écho de votre remarque.
Alors, d'un point de vue technique, je puis prendre la parole car c'est important d'un point de vue organisationnel. Vous avez tout à fait raison. Et il, il y a des systèmes classiques qui ont été détournés et qui ont été récupérés et que nous avons pu documenter sur le terrain. Nous avons utilisé des éléments qui ne sont pas sur la liste, des éléments, des composantes civiles, commerciales, que vous avez dit de haute qualité. En effet, alors, comment faire? C'est-à-dire, au-delà de cette preuve, comment, au niveau politique, engager un débat? Et nous avons constaté jusqu'à présent quelque chose d'utile, comprendre la structure des composantes critiques. C'est-à-dire, quand on se penche sur des systèmes, quelles sont les composantes utilisées, les composantes commerciales de haute qualité que vous avez citées, quelles sont leurs fonctions dans le système? Est-ce qu'on peut les catégoriser comme essentielles pour la fonction? Et si c'est le cas, cela ouvre le débat suivant. Est-ce qu'il faut contrôler ces éléments? Et la beauté de documentation multiple et croisée de ces systèmes est que ce que l'on constate, c'est que certaines composantes sont utilisées d'une manière interchangeable dans différents systèmes d'armes, car ils remplissent les mêmes fonctions, même si c'est une conception d'armes différente. Donc, il y a une restriction. Si il y a une restriction de ces éléments commerciaux, cela permettra une limitation de tout le reste de la chaîne. C'est-à-dire, est-ce que l'on peut utiliser ces preuves sur ces éléments, ces composantes critiques et le rôle qu'ils ont dans l'ensemble, dans l'assemblage de l'arme? Comment est-ce que l'on peut les mettre sur le tapis pour l'interdiction? Alors, j'ai écouté l'argument contraire. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une question trop épineuse? Est-ce que l'on devrait ajouter, inclure ces aspects commerciaux? Selon moi, si vous prenez cette composante critique, c'est-à-dire celle-là, qui implique une fonction critique, eh bien, on devrait le faire. Il ne s'agit pas de mesures de restriction, mais de mesures de sauvegarde. C'est différent. C'est-à-dire, je décide que je vais ajouter des conditions de sauvegarde supplémentaires pour la chaîne logistique. Je suis très heureux d'en discuter davantage avec vous et je pense que c'est une discussion extrêmement importante. Je serai très heureux. Thomas, quand vous avez parlé de ces liens entre les hotspots, les points chauds dans ces crises, Simonetta l'a ainsi nommé. Alors moi, je vais vous parler du point de vue du terrain. Nous avons constaté en effet que politiquement, il y a différents discours et différentes perspectives sur différentes crises. Toutefois, d'un point de vue de l'analyse matérielle, on peut constater des empreintes digitales des acteurs dans les différents crimes. Ceci par l'analyse médico-légale d'objets. Il existe des techniques, des procédures, des tactiques, on les appelle TTP, qui sont utilisées par différents acteurs dans différents conflits et qui représentent certaines activités. En effet, on pourrait faciliter d'envisager ces questions d'un point de vue des preuves, notamment en ce qui concerne les poursuites. Alors, pour les poursuites et la question de naviguer cela politiquement, c'est une autre paire de manches. J'en arrêterai là. Merci. Merci beaucoup, Emayo. Je vous donne la parole, madame. Merci. J'ai pris la décision formidable de ne pas prendre de notes, car je n'ai pas de papier. Alors, je serai très spontanée. Pour ce qui est des points chauds, vous avez évoqué un point très important. Il existe un besoin croissant de se pencher sur le rôle de la gamme dans un contexte plus large de prévention des conflits. UNIDIR se penche
sur cette question et nous avons aussi très souvent constaté des cas de fermer la porte après que le cheval se soit échappé. C'est-à-dire quand un conflit déborde des frontières, notamment au Mali, et qui n'est pas vraiment arrivé au Burkina Faso. Nous entreprenons une évaluation technique et nous avons rencontré une grande ambassade que je ne vais pas nommer. Et ils nous ont dit, c'est très bien que vous soyez là, mais nous ne comprenons pas pourquoi vous êtes là, étant donné ce qui se passe au Burkina Faso. Il y a un mois, il y a beaucoup de choses qui s'est passé au Burkina Faso. Alors, il y a la question des migrations. Malheureusement, le conflit est en train de déborder dans le nord des États du Golfe de Guinée. Donc, augmentation de la demande des armes de la part des États. Les civils souhaitent avoir davantage d'armes. Et la communauté internationale est en retard par rapport à cette situation parce que les mesures de renforcement de la gamme est le moment précis où on doit envoyer des armes à ces États afin qu'ils puissent protéger ses frontières et ses populations. Sans parler des situations de violence qui ne sont pas forcément des conflits armés déclarés, mais où il y a énormément de violence. Bref, on pourrait parler ad vitam aeternam de cette question. Il nous faut nous améliorer pour faire le lien entre ce que vous dites et ce que nous disons. Il existe des organisations dans ce secteur qui lancent des plaidoyers. Ce sont des organismes de mise en œuvre, mais qui essayent, et nous lançons aussi des plaidoyers pour qu'il y ait davantage de soutien. Bref, ça, c'est une autre paire de manches. Alors, mon nouveau et mon ami du Burundi, mon nouvel ami du Burundi, je dirais que le problème ou le défi des restes explosifs de la guerre avec les mines antipersonnelles, eh bien, il y a un effet sur la situation humanitaire, bien sûr, mais aussi on a mené énormément d'analyses pour envisager ou réfléchir sur le détournement de pièces et de composantes pour fabriquer des engins explosifs improvisés ailleurs dans le continent. Il y a aussi une entité au Kenya qui se penche sur cette question, notamment de la collecte des explosifs. Je ne dis pas qu'il faut y inventer un cas, l'imaginer, mais il semble qu'il serait possible d'envisager un argumentaire humanitaire pour inspirer un financement et être plus imaginatif pour faire comprendre les liens qui existent entre ces différentes questions. Vous savez, mon ami du Burundi, nous sommes très amis et nous devrions travailler là-dessus. Ce ne sera pas facile, mais et je pense qu'on a aussi évoqué la question du détournement volontaire des membres du gouvernement ou de forces des armées. Mon collègue ici est expert dans ce cas, mais je pourrais dire que les antécédents et les registres ne sont pas suffisants. Dans le système national, il n'y a pas assez de renseignements sur ce qui se passe, sur par exemple des explosions imprévues dans des sites de stockage. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Il est donc important de mieux gérer ces données. Merci beaucoup, merci à vous trois. Étant donné que nous n'avons pas beaucoup de temps,
Je voudrais savoir si vous avez des questions supplémentaires à nos 3 membres du panel et si c'est le cas, eh bien écrivez-les parce que nous n'avons plus le temps. Je donne la parole à ma co-modératrice. Merci beaucoup Ruma, Joséphine et Marianne. Je ne vais pas faire un long résumé ou une longue levée de séance, mais je voudrais indiquer qu'il existe de nombreux outils pour l'aide et la coopération internationale. La coordination supplémentaire est nécessaire, surtout du côté des donateurs. Nous avons constaté les difficultés, mais ensemble, en tant que communauté, nous pouvons relever ce défi et j'aimerais que l'on remercie nos membres du panel. Merci.